Bonjour, un citoyen spécial pour recevoir le directeur général de l'ASN, Jérôme Fabre. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, vous avez été nommé directeur général de l'ASN au mois d'avril dernier. Vous êtes arrivé au mois de mai. Vous êtes resté extrêmement discret depuis votre prise de fonction. En fait, c'est un retour aux sources, hein. Je rappelle que vous avez déjà dirigé la SLN de 2014 à 2018. Entre-temps, vous avez été directeur de la division Alliage Haute Performance et Eramet. Alors, d'abord, pourquoi ce retour en Nouvelle-Calédonie? Est-ce que c'est un choix personnel? Est-ce que c'est un choix du groupe Eramet de vous faire revenir à ce poste? Donc effectivement, c'est, on va dire, la concordance de deux facteurs. D'abord, Christelle Bory, PDG du groupe, m'a demandé de reprendre ses fonctions. Et d'autre part, moi, j'ai adoré mon passage en Calédonie, j'aime la Calédonie, et donc c'était l'occasion, en fait, de revenir, reprendre ses fonctions dans une situation compliquée pour la SLN, dans un objectif de faire, évidemment, le mieux possible dans l'intérêt de la société. Donc j'ai accepté avec grand plaisir. Je suis très heureux d'être là, et je finalise un peu mon tour d'intégration après un peu plus de 2 mois ici sur le territoire. C'est pour ça que vous êtes resté discret dans un premier temps. Vous ne souhaitiez pas trop communiquer, le temps de prendre la mesure de la situation? Exactement, c'est-à-dire que le pays, le territoire a changé, la SLN également a changé, donc j'avais besoin de faire le tour de l'ensemble des secteurs, l'usine, la nouvelle centrale électrique, on en parlera peut-être, toutes les mines, revoir aussi toutes nos parties prenantes, les communes minières, le gouvernement, l'ensemble des institutions. Donc ça m'a pris beaucoup de temps, sans oublier évidemment toutes les organisations syndicales qui sont très importantes pour nous et à qui j'ai accordé évidemment la priorité. Alors vous êtes parti vous avez été absent pendant 5 ans de Nouvelle-Calédonie. Il s'est passé beaucoup de choses, notamment les 3 référendums. Est-ce que ça a changé quelque chose? Comment est-ce que vous avez retrouvé la Nouvelle-Calédonie? Est-ce qu'elle a évolué depuis 2018? Alors peut-être un commentaire, évidemment, vu de notre prisme à nous qui sommes dans le secteur du nickel, ça a certainement accentué les clivages politiques, les clivages entre les indépendantistes et les loyalistes. Et on a le sentiment que ça rend nos dossiers plus difficiles à faire avancer. Peut-être qu'il est plus difficile aujourd'hui de faire aboutir, de trouver des consensus ou des compromis. Et j'en veux pour preuve l'ensemble des dossiers techniques et administratifs qu'on a en fait au niveau des provinces ou du gouvernement qui ont du mal, on va dire, à aboutir et à trouver des décisions. Donc ça, c'est un point de préoccupation. Là, je m'exprime en tant que membre du CIM. Je parle de la SLN, mais c'est aussi le cas de l'ensemble des mineurs et des métallurgistes. Et la SLN, en 5 ans, est-ce qu'elle a évolué? Dans quel état est-ce que vous l'avez trouvé? Alors, aussi bien sur le plan financier que sur le plan de la production? Alors la SLN a évolué. Déjà, c'est un élément marquant pour moi, c'est l'aspect humain. C'est-à-dire que 35% des salariés de la SLN aujourd'hui n'étaient pas là il y a 4 ans. Donc la SLN a beaucoup recruté ces dernières années. 809 personnes en 4 ans, c'est énorme. Les organisations ont aussi changé dans un but de trouver évidemment plus d'efficacité, mais ça a un petit peu déstabilisé l'entreprise. Donc aujourd'hui, je pense qu'on a besoin, nous, de stabilité, de transmission des savoirs, des compétences entre les anciens et les nouveaux pour retrouver un fonctionnement, on va dire, stabilisé. Alors, pour répondre à la question sur la production, je dirais que les choses vont dans le bon sens. Nos résultats opérationnels s'améliorent. On progresse en termes de sécurité. On a un taux d'accident qui baisse de 20% d'une année sur l'autre. Ça, c'est très positif. Il y a moins de blessés. Les productions minières sont à des niveaux records. Donc là, on bénéficie effectivement de l'effet météo, mais aussi des investissements qui ont été faits sur mine et des recrutements qui ont été faits, que j'évoquais tout à l'heure. Et Eramet parle d'une augmentation de 18%, hein, c'est ça? Voilà, donc ça c'est la production minière qui bénéficie en premier lieu aussi à l'usine de Doniambo. Et à Doniambo, on a eu un début d'année très difficile. À mi-année, on est à 20 300 tonnes de production de ferro-nickel, donc pile en ligne avec notre budget, mais on a pour ambition de faire beaucoup mieux. Donc le mois de mai a été marqué par des difficultés et des grèves. Le mois de juin est un mois de remise en jambe, j'ai envie de dire. Et le mois de juillet, on est très heureux puisqu'on vient de le clôturer et on a produit plus de 4700 tonnes de ferro-nickel. Et ça, c'est vraiment un succès. On retrouve un niveau de production mensuel, on va dire, normal. C'est la démonstration qu'on sait faire tourner notre usine à sa capacité nominale. Et l'enjeu pour toutes les équipes que je félicite aujourd'hui, évidemment, que ce soit à l'usine, mais aussi à tous les collègues mineurs qui ont pu amener le minerai avant qu'il soit consommé par l'usine, c'est de réitérer l'exploit sur le mois d'août, bien entendu. Et donc l'objectif pour 2023 serait quoi Donc l'objectif qu'on a, c'est celui qui a été indiqué par Eramet, c'est d'être aux alentours de 45 000 tonnes.
On a fait à peu près un peu plus de 20 000 au premier semestre, de faire plus au deuxième semestre, et donc d'avoir un niveau de production moyen sur le deuxième semestre beaucoup plus élevé. Voilà, plus en ligne, on va dire, avec les niveaux de performance historiques. Et alors la situation financière de la SLN, on en a beaucoup parlé ces derniers temps, elle était même au bord de la cessation de paiement. Il y a eu une aide d'urgence en février de cette année de 4,8 milliards de francs. 6 mois après, la situation est comment? Qu'est-ce que vous avez fait de ces 4,8 milliards? Oui, c'est une bonne question. Effectivement, on est toujours dans une situation de perte. Donc là, je parlais des résultats opérationnels qui s'amélioraient, mais sur le plan financier, on reste en déficit. On détruit de la trésorerie et c'est lié à un marché très compliqué avec des prix qui baissent. Donc on consomme du cash, de la trésorerie. On peut maintenir notre continuité d'exploitation grâce au soutien de notre actionnaire majoritaire Eramet et aussi de l'État. Donc on s'inscrit dans le cadre d'un prêt d'urgence qui couvre l'année 2023, un prêt au total de 14 milliards de francs. La moitié a été apportée par l'État, 7 milliards, et l'autre moitié par Eramet. Et effectivement, vous l'avez dit, on a enclenché le tirage de la deuxième tranche du prêt de l'État en début du mois de juillet. Voilà, donc on a de quoi tenir jusqu'à la fin de l'année. C'est important de le souligner. On s'inscrit dans l'horizon de temps fixé aussi par le gouvernement pour travailler sur la stratégie nickel pays, y voir plus clair sur l'avenir. Et on aura, nous, évidemment, au niveau de la SLN, à se retourner vers nos actionnaires d'ici la fin de l'année pour voir selon quelle modalité la continuité d'activité peut être financée pour 2024. D'ici là, oui. pour dire, d'ici là, notre devoir, c'est de mériter, évidemment, de tout faire pour mériter la confiance renouvelée de nos actionnaires et donc de délivrer de la performance. C'est pour ça que j'insistais sur la performance opérationnelle du premier semestre et du mois de juillet. Alors beaucoup de problèmes en tout cas pour la SLN, mais aussi globalement pour l'ensemble des acteurs miniers. C'est quoi le plus important, c'est quoi le plus grave? Le coût de l'énergie, l'accès à la ressource, la productivité elle-même? Qu'est-ce qui est le plus important et qu'est-ce qui peut être résolu dans un délai raisonnable? Alors effectivement, beaucoup de questions. Nos difficultés proviennent d'un ensemble de facteurs. C'est ce que vous avez cité. Le premier point, notre première difficulté, c'est vraiment le coût de l'énergie. Et ça a été bien repris dans le rapport là, qui a été rendu par l'Inspection générale des finances et le Conseil général de l'économie. Ça a été repris aussi dans le discours du président de la République. Le premier facteur de non-compétitivité, c'est l'énergie. On a de l'électricité beaucoup trop chère. On paye notre électricité $200 le mégawattheure, 20 francs le kilowattheure. Nos concurrents chinois et indonésiens, en gros, le payent 3 à 4 fois moins cher. Donc c'est un énorme désavantage et on aurait besoin d'être aidé pour, on va dire, égaliser les chances. J'ajoute que, s'agissant des usines, puisque c'est un problème qui concerne les 3 usines, ce problème de l'électricité compétitive, nos usines seraient en métropole, on aurait accès à l'électricité pas chère. C'est le principe en métropole. Il y a tout un tas de dispositifs qui existent pour soutenir les industriels électro-intensifs. Et on serait même à Wallis et Futuna, on aurait accès à de l'énergie pas chère, aux alentours de 50 € le mégawattheure. Voilà. Donc, bon, c'est vraiment le premier point. Deuxième facteur, c'est l'accès à la ressource. Là, on va être sur des sujets vraiment typiquement calédoniens. Je dirais que ce n'est pas trop l'État qui peut nous aider. Là, c'est plutôt nous, Calédoniens, comment travailler ensemble, comment réussir à forger des consensus au niveau vraiment local autour de nos sites miniers pour pouvoir avoir une bonne acceptabilité de l'activité minière et puis avoir aussi une bonne bienveillance de la part des différentes autorités de tutelle, dont les provinces, pour délivrer les autorisations dont on a besoin. Aujourd'hui, on a des difficultés sur les deux aspects. Sur l'aspect acceptabilité locale, sociétale, où là on peut avoir des difficultés, c'est le cas par exemple à Kouawa, et puis sur l'aspect des autorisations, on a aussi des difficultés, c'est typiquement emblématique du cas du site de Poum. Et le dernier point, la productivité, oui. Juste pour compléter la réponse, la productivité, c'est vraiment notre boulot, c'est à nous de la faire, donc là c'est être performant, c'est ce que je vous disais, c'est délivrer de la performance, de réduire des coûts. On a un plan d'économie, de dépenses de 10 milliards de francs qui a été engagé depuis le début de l'année, on est en ligne et on va délivrer ce plan. Je suis très confiant, on met une grosse pression en interne et c'est très important pour justement maintenir la confiance de notre actionnaire et de l'État sur le fait qu'on fait des efforts. Et votre
ce plan se déroule normalement? Enfin, vous êtes dans la ligne qui avait Ouais, été on est fixée? en ligne sur le plan d'économie de dépenses. Je rappelle juste qu'on avait suspendu les mesures sociales qui posaient des problèmes en termes de dialogue social. Donc ces mesures sont suspendues. Ça a permis d'apaiser. Ça a permis aussi, ce qui est en cours, une relance du dialogue social. Et je dirais, pendant ce temps-là, alors qu'on relance le dialogue social, ça nous permet de retrouver une sérénité et de mieux produire. Or, ce qui est important pour nous, le premier facteur, c'est de produire le maximum, puisque plus on produit, moins on perd d'argent. On reviendra sur tous ces sujets, il y a beaucoup de choses à dire, et puis vous y faisiez allusion, il y a eu le rapport qui vient d'être publié, il y a eu le discours du président de la République, mais un mot en matière d'énergie sur la CAT, la centrale accostée temporaire, ça représente une vraie amélioration, même si c'est temporaire par définition? C'est une amélioration importante parce que, en fait, dans les causes de notre production très faible des 2 dernières années, il y avait le manque d'énergie. On n'avait pas suffisamment d'électricité pour produire. Et donc, avec cette nouvelle centrale accostée temporaire, on a toute l'énergie qu'on veut. Et donc, on peut produire tout ce qu'on veut. On peut tourner à fond. Donc ça, c'est un premier point qui était indispensable de régler. En revanche, sur le plan financier, ça n'apporte pas d'amélioration, malheureusement, puisqu'on paye l'électricité 20 francs le kilowattheure, le même prix, on va dire, qu'avant. Et dernier point, sur le plan environnemental, c'est quand même important pour les personnes qui habitent dans l'environnement de l'usine. On a une amélioration en termes de rendement. On consomme, on va dire, 1/3 de moins de fuel. Donc on émet 1/3 de moins d'émissions atmosphériques. Donc ça va se traduire, on l'espère, par des améliorations en termes de qualité de l'air. Donc ça, c'est important à signaler aussi. Donc ça apporte des solutions, mais pas totalement, et en tout cas pas sur le plan financier. Mais il y a des projets, on y reviendra dans un instant. Je voudrais également vous entendre sur le problème de l'exportation de minerais. C'est l'un des développements de l'activité de la SLN. Ces exportations sont en la baisse en conséquence, une conséquence notamment de l'arrêt de l'exploitation de Poum. C'est un vrai problème, Poum. Vous n'avez pas eu les autorisations de la part de la province Nord. Voilà. Comment est-ce que vous pouvez débloquer la situation? Alors sur la politique export, je rappelle déjà que le modèle de la SLN, depuis sa création en 1880, a toujours été d'avoir 2 pieds, le pied export, le pied métallurgique, avec différentes usines au fil des décennies. Donc on a toujours fait de l'export. Ces derniers temps, le souhait avait été d'augmenter significativement les volumes d'export, parce que l'export est rentable et pour compenser les pertes de l'activité métallurgique. On voit qu'on n'a pas réussi à le faire, malheureusement. Ça nous a permis quand même d'avoir un EBITDA positif pendant tout un tas d'années. C'est souligné dans le rapport de l'inspection générale des finances. Et aujourd'hui, on va être impacté par 2 choses. Un, les problèmes d'autorisation à Poum. Donc effectivement, Poum était un site très majoritairement axé sur l'export, y compris d'ailleurs, je le rappelle, pour l'usine détenue à 51% par la SMSP, l'usine délocalisée en Corée en partenariat avec POSCO. Mais on n'a pas d'autorisation à date. On n'est pas très confiant et optimiste sur ces histoires d'autorisation. Et donc il y a un risque que l'activité doive être réorganisée, adaptée à l'absence d'autorisation, malheureusement. C'est un problème purement politique ou c'est parce qu'on vous reproche à Poum de ne pas respecter l'environnement, on vous reproche aussi de faire du chantage à l'emploi? Mais la vraie raison, elle est politique? Je pense c'est un dossier très complexe, le dossier de Poum, j'ai envie de dire malheureusement, puisque nous-mêmes, effectivement, on ne sait pas aider nous-mêmes en commettant des irrégularités sur le plan environnemental qu'on a corrigé depuis de manière très diligente, et ça a été constaté. Mais en fait, on est un petit peu mal parti, si j'ose dire, et aujourd'hui, on a une situation très complexe. Le point aujourd'hui, la situation, c'est que si les autorités ont décidé, on pourrait travailler collectivement à des schémas d'exploitation qui permettraient la continuité de l'activité, mais on est pessimiste. On pense que c'est pas l'orientation qui va être retenue, malheureusement, et donc on devra nous s'adapter aux décisions des autorités de tutelle. Voilà. Sur le site de Quawa, vous en êtes où? Là, il y avait des suppressions de postes et donc des tensions également sur le site de Quawa, la situation est différente. Ça n'a rien à voir avec les autorisations. Là, c'est vraiment plutôt des problématiques sociétales qui ont fortement perturbé l'activité. Et aujourd'hui, sur Quawa, on est un peu au milieu du gué. C'est-à-dire qu'on a un site qui est surdimensionné par rapport à ce qu'il produit. Je rappelle que moi, mon précédent séjour, ça produisait 800, 900 000 tonnes par an. Aujourd'hui, on est sur un petit Quawa qui produit 350 000 tonnes, peut-être 450 000 tonnes cette année. Donc on a un site qui est trop gros. Donc l'enjeu du plan qui avait été proposé était de réduire le format du site pour l'adapter à son niveau de production. On est au milieu du gué.
Moi, ce que je souhaiterais, très honnêtement, c'est qu'on puisse plutôt repartir sur une séquence d'augmentation de production en réouvrant d'autres gisements. Il y a des discussions en cours, mais c'est vraiment des sujets sociétaux, de terrain, de proximité. Si on y arrive, on pourra rebondir. Si on n'y arrive pas, on devra continuer notre plan. Aujourd'hui, on a réalisé à peu près la moitié de notre plan. Je crois qu'il y avait 53 départs prévus et on en a fait 27. Parmi les sujets d'actualité auxquels est confrontée la SLN également, c'est la création de la taxe sur les exportations de produits miniers et la redevance sur l'extraction. Alors les textes ne sont toujours pas adoptés par le Congrès, hein, on en devrait en être à la troisième lecture, mais vous serez les seuls à être impactés puisque les autres bénéficient, on le sait, d'un pacte fiscal qui leur permet de ne pas être taxés. Est-ce que ces taxes, si elles sont vraiment créées par le Congrès, ça peut remettre en cause vos équilibres financiers? Est-ce que c'est vraiment dangereux pour l'avenir de la SLN? Alors, cette question me permet de rappeler un peu l'aspect économique de l'activité de la SLN. Je rappelle les différents rapports qui ont été faits par Madame Anne Dutilleul, qui avait démontré que l'activité de la SLN contribuer au maximum au territoire. Elle parlait d'un maximum atteint en termes de retombées économiques et que pour 100 francs de chiffre d'affaires, on a injecté 60 francs dans l'économie, ce qui est énorme. Alors effectivement, on est en perte depuis 10 ans. On ne paye pas d'IS, mais on paye quand même entre 2,5 milliards et 3 milliards de francs d'impôts et taxes par an. C'est énorme. Les taxes ne font qu'augmenter. Je prends l'exemple de la contribution foncière. On passe de 57 millions à entre 300 et 400 millions. Vous voyez, il y a une réévaluation d'assiette. Donc vous voyez, on est toujours dans une séquence où ça augmente. Ça augmente alors même qu'en s'agissant de la SLN, on est en perte structurelle. Donc c'est une séquence qui nous inquiète. Je ne le cache pas, qui alourdit nos difficultés et on souhaiterait que notre situation soit prise en compte. Alors on ne sait pas nous quel est le texte qui va être voté in fine, mais on est assez inquiet de cette logique qui est toujours taxer l'activité minière et métallurgique, puisqu'à force de taxer, on va finir par tuer la taxe, puisqu'on va tous disparaître en faisant tous faillite collectivement. Donc on n'est pas certain que ce soit la bonne approche. Et je mentionne d'ailleurs que dans le rapport de l'inspection des finances, lorsqu'ils parlent des aspects financiers, territoire, ils indiquent que s'agissant des usines, il faudrait plutôt essayer de raisonner à taxe constante, quitte à revoir un peu la répartition entre les destinations de ces taxes, mais ne pas alourdir la facture qui est déjà très élevée. Alors on le disait, vos concurrents bénéficient d'un pacte de stabilité fiscale, mais leur situation n'est pas forcément meilleure que la vôtre. En tout cas, le président de la République relevait l'autre jour qu'aucune des 3 usines n'était rentable. Quel regard vous portez sur les résultats, le fonctionnement des deux autres usines de KNS et de Prony Resources? Je pense que c'est important d'être lucide sur la situation des usines calédoniennes. On ne peut pas se féliciter et se satisfaire de cette situation de perte des 3 usines. Les éléments sont détaillés de manière très transparente dans le rapport de l'inspection des finances et du Conseil général d'économie qui devrait être rendu public. Donc chaque Calédonien intéressé par le secteur pourra prendre connaissance des chiffres. S'agissant de la SLN, moi je suis dans une logique où effectivement on a une grande difficulté. Depuis le début de l'année, on a brûlé plus de 8 milliards de francs de cash, donc c'est pas glorieux. Face à ça, on fait notre maximum pour produire le plus possible et réduire nos dépenses, mais on consomme, et le premier critère, c'est évidemment la problématique de l'énergie, comme je le disais, et des autorisations en deuxième lieu. Maintenant, quand je regarde la situation des 2 autres usines, j'ai envie de dire, quand je me regarde, je me désole, quand je me compare, je me console. Le rapport fait clairement état de la situation de la SLN et il montre que la politique qui a été de faire de l'export a permis de compenser partiellement les pertes. C'est clairement indiqué qu'on est la seule entreprise à avoir eu un EBITDA positif les dernières années parce qu'on a pu faire de l'export. Donc ça pose plutôt la question de la politique export pour les 2 autres collègues. Mais voilà, donc on est dans une situation très difficile, mais on est un petit peu on est un petit peu mieux, j'ai envie de dire, que les 2 autres. Alors vous parlez de ce rapport qui n'a pas encore été rendu public, mais vous avez participé à il a été présenté lors de la séance de travail sur le nickel qui a eu lieu la semaine dernière. Quelles sont les pistes essentielles qui se sont dégagées de cette réunion? Alors, c'est vrai que c'était un rapport très touffu. La réunion a duré plus de 3h20. Donc, on a eu une présentation très approfondie du rapport. Il y avait tous les politiques, les responsables politiques, sauf malheureusement une des provinces qui n'était pas représentée, et puis tous les acteurs industriels et miniers. Donc, c'était important pour nous. Clairement, ce rapport trace des pistes
notamment sur l'énergie, on en a parlé. Il trace des pistes aussi sur est-ce qu'il faut revoir ou pas la politique export pour donner un petit peu d'oxygène à ceux qui en ont besoin. Sur ce point, j'ai envie de dire, nous, côté SLN, on a toutes les autorisations dont on avait besoin, donc on ne demande rien de particulier aujourd'hui. Il aborde aussi les questions on va dire, d'autorisation, de gestion par les institutions de notre secteur. Et puis après, il aborde aussi des choses plus politiques qui nous concernent moins sur, on va dire, l'actionnariat public dans les sociétés minières et métallurgiques. Donc c'est un rapport très complet qui fait suite au rapport d'Anne Dutilleul dont je parlais, le rapport de Michel Collin. Donc je pense qu'on a fait beaucoup de rapports, on a maintenant une vision et un diagnostic très clair de la situation. Et nous, là je me fais un petit peu le porte-parole de mon actionnaire, on estime qu'on rentre dans le temps maintenant de décision et de l'action pour avoir une stratégie claire, des décisions qui sont prises sur le cadre de nos opérations en Nouvelle-Calédonie et qui permettront ou non de préserver notre filière, quoi. L'objectif, c'est quand même d'avoir une stratégie globale sur l'ensemble de la Calédonie. Ouais. Ça paraît possible? Il faut le souhaiter, il faut le souhaiter. Dans son discours, le président de la République a parlé nickel, évidemment. Il a notamment souligné que c'était une ressource stratégique majeure pour la France, pour l'Europe. C'est plutôt rassurant, ça veut dire que l'État sera là pour soutenir la filière? Oui, alors si on regarde bien ce qui a été dit, on parle d'un marché où on dit qu'il y a un besoin de beaucoup de nickel, notamment pour faire des batteries, pour réussir la transition énergétique. Mais le nickel, ça sert aussi à d'autres choses. Ça sert à la santé, ça sert à l'énergie, ça sert à tout un tas d'activités d'autonomie stratégique dans les moteurs du Rafale, dans les sous-marins, même dans les missiles, etc. Ça sert aussi à nous protéger, nous, on va dire les citoyens. Donc on a besoin de nickel. Mais le marché est dans une phase très préoccupante où il y a aujourd'hui une vague de Chine en Chine et en Indonésie, une vague en fait chinoise, de Chinois en Chine et de Chinois en Indonésie, qui risque de balayer la plupart des opérateurs du secteur. Donc c'est ça qui est préoccupant. Or, nous, on pourrait apporter une solution, on va dire, qui permet de sécuriser les approvisionnements de l'Union européenne, donc ça c'est positif, mais on a ces problèmes dont je parlais de rentabilité. Donc l'enjeu, c'est vraiment de pouvoir rentabiliser, pérenniser notre secteur. Ça passe par l'énergie, ça passe peut-être par revoir les questions d'exportation qui sont dans ce rapport, ça passe peut-être par ne pas alourdir la fiscalité, ça passe aussi peut-être par d'autres rationalisations, peut-être de la simplification administrative. Là, je parlais de tous les dossiers qui ne donnaient pas lieu à des décisions. Tout ça, c'est des choses qui peuvent aller dans le bon sens pour asseoir notre industrie métallurgique et minière en Calédonie. Et puis il y a la petite phrase d'Emmanuel Macron qui a fait du bruit, qui a un peu surpris même. Il faut bouger la doctrine nickel. Jusqu'à la doctrine nickel, personne n'y touchait, personne n'osait en parler. C'est quand même une évolution sensible. Oui, on a entendu cette phrase. On a aussi entendu une autre phrase qui s'adressait plus aux industriels, qui était il faut bouger les équilibres de production. Donc nous demande peut-être d'être plus au service du marché européen, d'approvisionner en priorité le marché européen, de peut-être travailler sur d'autres produits. Aujourd'hui, on fait que du ferro-nickel, peut-être qu'il faut faire d'autres produits. On nous demande aussi de faire tourner nos usines à fond à leur capacité nominale. Donc ça, c'est clairement un message pour les 3 usines. Donc on voit qu'il y a chacun en prend un petit peu pour son grade. On a tous des messages et il faut qu'on reçoive ces messages et qu'on prenne nos responsabilités. Et en ce qui concerne la SLN, nous, on souhaite être au rendez-vous de cet appel du pacte de Nouméa, si j'ose dire. Et on pourra dire déjà dès le mois prochain que pour ce qui est de nos niveaux de production, on a retrouvé des niveaux, comment dirais-je, un petit peu plus positifs avec des niveaux historiques, quoi. Alors il y a aussi un sujet, on en parlait tout à l'heure, mais qui là vous concerne tous, c'est la refonte du système énergétique. Le président de la République indique qu'il n'y a que l'État qui peut le financer, mais il a l'air prêt pratiquement à le financer, enfin est-ce que l'État le finance. Quelle énergie peut être favorisée? Est-ce que là on a des pistes? On a parlé à un moment des SMR, les petits réacteurs nucléaires. Est-ce qu'on sait quel type d'énergie, dans quel investissement l'État pourrait s'engager? Alors là, malheureusement, je ne suis pas en mesure de répondre. Nous, on est vraiment dans la mine et la métallurgie du nickel. L'énergie, c'est peut-être plus le directeur général d'Enercal qu'il faudra inviter pour répondre à ces questions. Nous, ce qu'on souhaite vraiment, c'est d'avoir l'énergie la moins chère possible, pouvoir se brancher à un réseau avec de l'énergie en grande quantité, pas chère et demain, idéalement, décarbonée. Voilà, c'est ça notre besoin. Et on est ouvert à toutes les solutions et on pourra contribuer à toutes les réflexions qui vont dans ce sens. Et puis il y a aussi cette mise en garde en quelque sorte du président de la République. Je n'utilise pas l'argent du contribuable pour financer des modèles improductifs. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que là maintenant il faut vraiment
être extrêmement sérieux, extrêmement économe? Voilà, je pense que ça, c'est clairement un appel à toutes les parties prenantes, les industriels. Il faut qu'on fasse notre boulot, de produire, d'être performant, d'arrêter les grèves tous les 4 matins aussi, etc. C'est aussi un appel, je pense, à nos actionnaires qui nous soutiennent, hein. Je rappelle que Eramet nous a financé quand même au total, dans la durée, quasiment 46 milliards de francs en partenariat avec l'État. On est soutenu. Le conseil d'administration d'Eramet du 26 juillet qui vient de se tenir a renouvelé un certain nombre de garanties financières maison mère dont on a besoin pour opérer en Calédonie. Donc ça, c'est une décision forte qui montre que le groupe nous soutient encore aujourd'hui. Et puis je pense que c'était aussi un appel pour les responsables politiques pour qui eux aussi s'alignent, discutent entre eux, se mettent d'accord sur la stratégie pays pour qu'on ait un cadre dans lequel tout le monde est d'accord pour opérer. J'ai bien compris que l'État ne mettra pas d'argent s'ils ne sont pas certains des résultats. Donc il faut que chacun soit à la hauteur, on va dire, de cet appel, fasse preuve de responsabilité. Et en tout cas, nous, c'est dans cet état d'esprit qu'on est et qu'on ira à la prochaine réunion du groupe de travail Nickel. Voilà, je sais, on sait quoi maintenant les prochaines étapes? Qu'est-ce qui va se passer maintenant? On a un rapport, on sait où on va, il y a eu les indications, les préconisations du président de la République. Il y a d'autres réunions qui vont se permettre de mettre sur pied cette stratégie ou de trouver des solutions? Alors, le ministre a conclu la réunion du groupe de travail Nickel en nous disant plusieurs choses. D'abord, nous disant que le rapport serait diffusé largement pour que tout le monde puisse s'en imprégner, l'analyser, faire des propositions le cas échéant. Deuxièmement, il nous a convoqué ou proposé une réunion qui aurait lieu fin août ou tout début septembre pour poursuivre les discussions. Il a également indiqué que, compte tenu de l'importance du sujet énergétique et de sa complexité, il y aurait un complément d'analyse ou d'études qui serait fait sur ce volet-là, qui serait également, j'imagine, partagé. Donc le rendez-vous est pris et nous, on est dans cette séquence qui a l'air d'être assez rythmée, avec des échanges peut-être tous les mois, mais en tout cas, nous, on sera dans cette logique d'avancer vite, efficacement, en vue de décision et de clarification. Parce que pour la SLN, ne pas avoir une perspective pluriannuelle, mais d'être dans cette logique, on va dire, annuelle, c'est pas très adapté à nos enjeux qui sont des enjeux de très long terme. Avec tous ces éléments, et vous êtes là maintenant depuis quelques mois, 2 mois, 3 mois, vous pensez que la SLN va s'en sortir, qu'elle a les moyens aujourd'hui de s'en sortir? Quand vous êtes arrivé, vous le savez, on a beaucoup dit que vous veniez fermer la SLN. Et puis il y a cette rumeur récurrente que de toute façon, Eramet veut s'en aller de Nouvelle-Calédonie, surtout depuis qu'il y a Weda Bay en Indonésie. Qu'est-ce que vous pouvez dire aux Calédoniens pour... est-ce que vous confirmez ces rumeurs ou est-ce qu'au contraire vous les infirmez? Qu'est-ce que vous pouvez leur dire pour les rassurer? Alors, bon, il y a beaucoup de choses dans la question, mais premier élément, ma feuille de route, c'est très clair, c'est la performance opérationnelle de la SLN pour réduire au maximum nos pertes. C'est de production, la sécurité, le plan d'économie, j'en ai parlé, et là, on a une bonne séquence, on a une bonne tendance, et j'invite tous nos salariés et nos sous-traitants, toutes les grandes familles SLN, à travailler dans ce sens pour mériter la confiance, effectivement, d'Eramet et de l'État, qui sont ceux qui nous financent aujourd'hui. S'agissant de mon actionnaire, qu'est-ce qu'ils veulent faire? Il faudrait leur poser la question. Moi, je ne peux pas répondre à leur place. Aujourd'hui, ils nous financent depuis plus de 10 ans. C'est clair qu'il y a de l'impatience, il y a de la frustration. Maintenant, comme je le disais, il y a 2 ou 3 jours, le conseil d'administration d'Eramet nous a prolongé nos garanties pour qu'on continue à opérer. Ça nous laisse le temps de travailler avec l'État, avec toutes les parties prenantes ici, pour voir quelle serait éventuellement la stratégie pays ou les évolutions qui permettraient de se convaincre collectivement qu'il peut y avoir un avenir d'une SLN durable et rentable en Calédonie. Ça passe effectivement par adresser le sujet de l'énergie, mais aussi des sujets d'accès à la ressource, sujets sociétaux et permitting que j'évoquais. Donc il y a énormément de travail, mais nous, à la SLN, et moi à titre personnel, je suis optimiste, parce que déjà, si je ne l'étais pas, je ne serais pas dans le secteur industriel. La vie industrielle, c'est challenging, mais c'est aussi passionnant, et il n'y a aucune raison qu'on n'y arrive pas. Le rapport, je pense, le montre, et chacun pourra le constater en le lisant, c'est que si on traite les sujets, on peut avoir un secteur industriel et minier calédonien rentable et qui fera la force de la Calédonie et qui permettra de sécuriser les approvisionnements de l'Union européenne. Donc tout le monde sera gagnant. Jérôme Fabre, le directeur de la SLN, merci d'accepter notre invitation. Merci à vous.